Bienvenue à tous pour le podcast numéro 2 de Manchester Devils. Nous allons revenir largement sur la victoire 4-1 face à Newcastle. Pour ce débrief, je serai accompagné par Alan. Salut tout le monde. Mohamed. Salut à tous. Et Guillaume. Salut. Donc, nous avons gagné hier 4-1 à Newcastle. Après un début très difficile et un autogol de Luke Shaw après seulement 2 minutes, Manchester United est bien revenu dans le match sur un goal de Maguire sur un corner de Juan Mata, sauf erreur. Face à un très faible Newcastle, nous avons largement dominé. Comme à l'accoutumée, on aime se faire peur et sur un exploit individuel de Alan Saint-Maximin, Wilson est à 2 doigts de marquer le 2-1, mais David De Gea nous a rappelé qu'un grand gardien sommeille toujours en lui. Après une accalmie, nous avons marqué sur un magnifique contre et une superbe finition de Bruno Fernandes qui avait raté un penalty quelques minutes auparavant. Après ce but, nous avons profité de la faiblesse de Newcastle pour enfoncer le clou dans les arrêts de jeu par Aaron Wan-Bissaka, oui, vous avez bien entendu, et Marcus Rashford. Premier point important de ce match, la composition. Je vais vous la donner. Nous allons commencer avec David De Gea au goal, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof et Aaron Wan-Bissaka en défense, juste devant eux Fred et McTominay et Bruno Fernandes dans un milieu à 3 avec 2 joueurs devant la défense. Sur les côtés, Daniel James à gauche, Juan Mata à droite et Marcus Rashford qui retrouvait son poste des débuts à United et qui occupait le poste de buteur. Je vais commencer directement par Alan qui avait envie de parler un peu de Maguire, l'homme qui faisait beaucoup débat avant ce match. On entendait beaucoup de gens qui disaient qu'il fallait tout simplement le mettre sur le banc. Même Rio Ferdinand a dit qu'il fallait le mettre au frigo un moment pour qu'il puisse se recentrer sur le foot. Et toi, tu as envie de parler de notre capitaine à 90 millions. Bah oui, parce que comme vous le savez, il n'est pas dans une période positive. Ça fait quelques mois quand même qu'il tire la langue depuis le restart. Il est en difficulté. Et même ses matchs internationaux avec l'Angleterre, il a été expulsé. Donc pour moi, il avait la tête sous l'eau. Solskjaer avait dit avant le match que Maguire était apte à jouer parce qu'il lui avait dit. Ça n'a pas trop plu. Parce que je pense qu'un joueur n'est pas forcément toujours lucide sur la situation. Et au final, il me donne tort. Parce qu'il a bien réagi en capitaine, comme tu le dis. Et ça montre quand même que dans la tête, il est présent. Déjà l'année dernière, il avait joué un bon moment blessé. Et donc voilà, il répond présent, il lâche pas l'équipe. Donc je lui tire mon chapeau parce que j'étais critique avant le match et après le match, je lui tire mon chapeau. Je suis d'accord avec toi et je vais te lancer sur un point. Moi, je sais pas toi, quand on a signé Harry Maguire, la principale chose au-delà de son jeu défensif qui m'intéressait, c'était sa force dans le jeu aérien. Alors, sur les phases défensives, il a montré que c'était un des tout meilleurs sur ce point. Et sur la phase offensive, j'ai toujours eu de la peine, mais ça, c'est un mal depuis même quand Sir Alex Ferguson était encore en place. On a toujours eu des super tireurs de coups de pied arrêtés. Juan Mata, ça fait un moment qu'il est là. Bruno Fernandes aussi. Il y en a eu un wagon, même des Rooney qui étaient des super tireurs de coups de pied arrêtés. Mais on ne marquait que très rarement et encore plus sur corner. Et c'est une des premières actions que je le vois faire, vraiment l'action juste du début à la fin. Il se démarque, il décroise sa tête parfaitement. Et j'étais très content de voir ça. Est-ce que toi, tu attends encore plus d'actions de ce type d'Harry Maguire ? Bah oui, carrément. Hein. J'attends qu'il soit quand même un peu plus décisif sur les coups de pied arrêtés. Et après, faut pas occulter non plus qu'il était quand même aussi parfois en difficulté hier, défensivement aussi. Hein. Faut pas l'oublier non plus. C'est vrai. Je vais peut-être donner la parole à Guillaume, parce qu'on en reparlera plus tard dans le podcast. Mais est-ce que le problème de Harry Maguire, en plus d'être un problème de situation actuellement avec tout ce qui s'est passé cet été et l'accumulation des contre-performances, mais à Manchester United, est-ce que le problème principal ne viendrait pas de... Moi, je vais utiliser le terme de trio, mais le trio Maguire, De Gea, Lindelof, je vais clarifier ma question. Harry Maguire et Lindelof, pour moi, ne peuvent pas jouer ensemble dans le profil, tout simplement. C'est pas deux mauvais joueurs, mais c'est pas deux joueurs qui ont le profil pour jouer ensemble, à mon avis. Et en plus de ça, tu as De Gea derrière, qui est un gardien qui communique que très rarement et qui manque de présence dans sa surface. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un problème Maguire ou est-ce qu'il y a un problème général en termes de défense à Manchester United ? Non, pour moi, c'est un problème général, comme tu l'as dit, parce que
je veux pas l'incriminer uniquement lui. Je pense qu'en plus, comme vous l'avez dit, il y a eu pas mal de problèmes entre le déconfinement, la reprise de l'activité du championnat, et puis ce qui lui est arrivé niveau personnel cet été. Je pense que ça a été un petit peu compliqué pour lui. Donc ça peut être une des raisons. Par contre, derrière, effectivement, quand on est associé à Lindelof, c'est un petit peu compliqué. Je vois hier, par exemple, si je prends une des actions, si je prends tout simplement l'action du but, en fait, au-delà de l'erreur de Shaw, si le centre y passe, si Shaw se loupe entre guillemets et si le centre passe, Wilson il est tout seul au point de penalty. Maguire se concentre uniquement sur le porteur du ballon. Lindelof est tout seul et il est en retard. Donc il y a peut-être un manque de communication entre les deux, peut-être aussi avec des réas, parce que comme tu le dis, c'est un trio qu'on va appeler la défense centrale en fait. Tout simplement, ils sont tous les trois proches sur le terrain. Donc voilà, Derea est pas au mieux, même si hier il a fait un bon match. Lindelof, c'est compliqué. Un match sur 3 quasiment, Lindelof est remplacé par Bailly. Donc niveau automatisme avec Maguire qui est là quasiment à chaque fois, c'est pas évident. Faut essayer de trouver des automatismes justement avec des pairs qui essayent de jouer le plus souvent ensemble. Et je pense que c'est un tout en fait. Je pense que c'est un tout entre les problèmes personnels de Maguire, tout ce qui lui est arrivé, comme je disais, ces derniers mois. Là, du coup, dernièrement, il revient de sélection, il a été expulsé très rapidement. Je pense que c'est un tout. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Maguire, en tout cas, on est tous contents de revoir notre capitaine dans des meilleures dispositions que ce que l'on avait vu sur les 3 premiers matchs. Même si, comme je l'ai dit et comme tu me l'as confirmé, la défense, c'est pas seulement les 4 joueurs et le gardien, c'est un tout. Et sur ce début de saison, c'est l'ensemble de l'équipe qui tournait pas et la défense était pointée du doigt, mais ce n'étaient pas les seuls responsables. Deuxième joueur sur lequel on a mis un focus, et c'est nous, toi, Guillaume. Si je peux juste me permettre de rebondir là, rapidement sur Maguire, il aurait même pu mettre un doublé hier. Hein. Il relâche, il remet une tête à un moment où Shelvey la sort, et surtout, il a failli mettre Il met une belle frappe. Ouais, il a failli mettre une très belle frappe. Donc, le gars a l'air costaud mentalement, donc. Après, à voir sur la suite, ouais. Après, pour finir sur Maguire. On a vu que techniquement c'est un bon défenseur. Alors il a un déficit d'image parce que quand tu le vois jouer, en fait il a un délit de sale gueule. C'est Harry Maguire, mais il nous a mis quelques frappes très intéressantes au niveau du jeu, de la relance. C'est un très bon défenseur et techniquement il est largement au-dessus de beaucoup de défenseurs. Donc c'est bien. Il faut qu'il trouve un partenaire de défense qui arrive à couvrir ses trous, on dira, parce que c'est un défenseur qui est très agressif. Et on sera très content de lui, en tout cas pour ma part. Ah, c'est d'accord. Oui, après il faut occulter le prix aussi, quoi, parce que bon, c'est fini. Beaucoup de gens le jugent par rapport à son prix, mais il faut pas le juger par rapport à son prix. Le transfert peut être un échec, parce que le transfert est un échec pour le prix, mais ça fait pas de lui un mauvais joueur. Non. C'est comme Joao Félix, pour prendre un autre exemple. Le transfert est un immense échec. Ça peut devenir un des meilleurs joueurs du monde, mais au moment où il le signe, c'est une erreur de payer autant cher. Même chose pour nous, pour Maguire. Oui. Maintenant, il faut. Lui, joueur aussi. Ouais. Félix, il se trompe aussi en allant à Atletico, mais bon, ça après, c'est un autre débat. Exactement. On va passer au deuxième joueur sur lequel on a mis un petit focus, c'est Guillaume de nouveau. Et il voulait parler de Mata, que j'avais un peu. Pas taclé, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, que j'avais un peu chargé, on dira quand même, sur le premier podcast, en disant qu'il avait 48 ans. Et toi, tu as beaucoup aimé le match de l'Espagnol. Oui, donc moi je voulais parler de Mata, effectivement, parce que comme j'avais dit, c'est un de mes joueurs préférés de l'effectif depuis qu'il est arrivé de Chelsea. Hier, ce qui m'a vraiment frappé, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde, de ce que j'avais lu un petit peu des réactions et tout ça, la connexion qu'il a eue par moment avec Fernandez, elle était vraiment très très intéressante. Ils ont une vision de jeu tous les deux qui permettent de rythmer le jeu, d'avoir de l'intensité. On l'a vu aussi avec Pogba en fin de match. C'est des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne niveau vision du jeu. Et Pogba effectivement sur un milieu avec Fernandez et puis Mata, c'est tout de suite ça accélère vraiment le jeu. Et puis quand tu as des joueurs devant avec Rashford par exemple ou Greenwood,
c'est vraiment du bonheur. Donc ouais, Mata, très très intéressant hier, on l'a vu à plein de moments. Et je suis très très content de le voir quand il est comme ça à ce niveau-là. Surtout, il y a un point sur lequel je voulais revenir sur Mata, parce que techniquement, tout le monde sait que c'est un super joueur. Son plus gros problème, bien sûr, c'est son physique. Depuis 2 ans, il peut pas enchaîner les matchs. Ça, c'est un problème qui est normal, malheureusement. Mais il y a quelque chose qui est très souvent sous-estimé, et j'en reparlerai aussi dans les tops de façon plus générale sur ce match, c'est son placement. C'est un joueur qui, hier, il avait le poste de Greenwood, et ils ont beaucoup permuté avec Daniel James. Mais en fait, il se place toujours où il faut. Là, on jouait face à un Newcastle qui jouait en 4-1-4-1, avec seulement Hayden devant la défense et une ligne de 4 avec Shelvey et Hendrick devant eux, et Joelinton et Saint-Maximin qui ne sont pas des foudres de guerre défensivement. Donc il y avait énormément de place entre la paire de défenseurs centraux qui étaient Lascelles et Fernandes, et les deux milieux centraux qui étaient Shelvey et Hendrick. Et lui, il a réussi toujours à se placer entre les lignes pour vraiment réussir à dynamiser et à créer du jeu. Quelque chose qui arrive aussi très bien à faire Van de Beek. C'est quelque chose qui change, parce que ce que je reproche le plus à notre ligne d'attaque quand on fait jouer Greenwood, Martial, Rashford, c'est que Rashford actuellement est un mauvais joueur au niveau de son positionnement. Il n'arrive pas à avoir les bons déplacements. Martial est un BU qui n'a pas encore toutes les ficelles pour bien se positionner. Et Greenwood est un ailier droit qui a 18 ans et qui a vécu 17 ans en tant qu'attaquant de pointe, donc il n'a pas le positionnement nécessaire. Et quand on a un problème en plus au niveau offensif de nos latéraux, c'est très important d'avoir un bon positionnement de nos ailiers, et c'est quelque chose que Mata fait toujours à la perfection pour moi. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Mohamed. Est-ce que, de toute façon, c'est difficile de trouver du négatif sur le match de Juan Mata hier soir? Non, mais t'as très bien résumé, et je suis assez d'accord avec toi dans le sens où tu le vois toujours en fait chercher le petit, on va dire, cercle où il y a personne autour de lui pour avoir une petite demi-seconde d'avance sur sa prochaine passe, sur son contrôle. Et c'est assez intéressant parce que c'est l'un des seuls. Bon, maintenant il y a Van de Beek et il y a Bruno aussi, mais je trouve un petit peu moins bon dans ce domaine-là. Mais ouais, c'est l'un des seuls de l'effectif à proposer ça. Donc, quand tu dis qu'il peut pas enchaîner les matchs, je suis pas forcément d'accord. Faut juste l'utiliser avec parcimonie. Mais quand tu vois par exemple que c'est sa première titularisation depuis le mois de février dernier, je crois. Et surtout quand tu vois la prestation des autres. Quand Lingard et Pereira enchaînaient les matchs, lui tu le voyais pas. Alors qu'il méritait beaucoup mieux que ça quand même en termes de traitement. Alors, Donc je suis juste pour finir, excuse-moi, oui. je suis assez content de le voir à ce niveau-là, et je trouve par contre que c'est pas juste le match d'hier, parce qu'il a été, je crois, élu joueur du mois au mois d'août, où il fait 2 bons matchs en coupe contre Luton et je sais plus le nom de l'autre équipe, Brighton je crois. Ouais. Il fait 2 bons matchs, il fait vraiment 2 bons matchs, et je le trouve plus affûté que l'année dernière. Il a l'air d'avoir fait une bonne préparation de son côté en tout cas. Je sais pas si vous avez le même ressenti, mais alors, je trouve un peu plus en jambes. Je sais pas si c'est le mot en jambes que j'ai envie d'utiliser. Après, il faut toujours relativiser. Un joueur qui fait un bon match, c'est toujours important. Mais c'est vrai que là, il a fait 3 bons matchs cette année. Il a joué Newcastle, qui est peut-être l'équipe la plus faible qu'on ait joué depuis très longtemps. Depuis peut-être... je sais pas, j'ai même pas d'exemple sur les 15-20 derniers matchs. Bref, les remplaçants de Brighton et Luton qui jouent en deuxième division et qui est au milieu fond de deuxième division. J'attends de voir Juan Mata surtout dans des matchs où il y aura un vrai pressing. Là, il n'y a eu aucune intensité de Newcastle. Newcastle, ils sont venus pour jouer à 8 derrière, et ils n'ont même pas mis énormément d'intensité. Donc j'attends de voir, mais sur l'utilisation l'année passée, je suis de loin pas un énorme fervent supporter de Ole Gunnar Solskjaer. Mais je pense qu'il y avait une raison, c'est que l'année passée, il a essayé de mettre, à mon avis, c'est un échec, mais il a essayé de mettre un pressing très très fort à la Liverpool. Et malheureusement, Juan Mata, il n'est pas capable de mettre ce pressing. Alors, il est beaucoup plus intéressant que Lingard et Pereira, je dirais jamais le contraire. Mais sur ce point de vue-là, malheureusement, il ne peut plus le faire. Si tu demandes à Juan Mata, qui
qui a déjà fait 2 guerres mondiales, de pouvoir faire un pressing. C'est impossible, il va mourir sur le terrain, le pauvre. Donc, super match de l'Espagnol, ça fait aussi du bien de le retrouver à ce niveau-là. J'aurais juste un petit pincement au cœur, entre guillemets, j'aurais aimé voir la connexion Juan Mata-Bruno Fernandes il y a 2-3 ans, quand Mata pouvait encore enchaîner et apporter Ça plus aurait que ce qu'il fait, fait aujourd'hui. ça aurait fait des étincelles. Hein. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur l'Espagnol? Alan? Peut-être Alan qu'on n'a pas entendu, ouais. Non. C'est vrai que Mata est plus intéressant quand on a la possession que quand on est dominé, quoi. Ça, c'est certain. Ouais, ça c'est ça c'est sûr. On va passer au troisième focus qui était sur le focus de Mohamed et qui avait envie de parler de Aaron Wan-Bissaka. Ouais, j'avais envie de parler de lui parce qu'hier, il nous a sorti un très bon match, je trouve. Alors que pour ceux qui suivent un peu le forum, je suis entre guillemets l'un des seuls à le critiquer depuis, on va dire, le restart, où je trouve qu'il était un petit peu moins dedans, qu'il était moins tranchant défensivement. Offensivement, c'était pas trop ça au niveau des centres, même s'il y avait du mieux, c'est sûr. Mais je trouvais qu'il s'était un petit peu perdu, qu'il avait été touché par le syndrome malheureusement de Manchester, où il est exceptionnel les 2-3 premiers mois et ensuite il rentre dans le rang malheureusement. Il se met au niveau de l'effectif. Mais hier, ouais, très très gros match de sa part et je tenais à le souligner parce qu'il faut dire quand c'est pas bon, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Donc je le souligne. Ouais, j'ai été très content pour lui qui marque. Est-ce que c'était son premier match en championnat, il me semble, hein. Premier but, ouais. Premier match, non, premier but, bien sûr, merci de me reprendre. C'est un joueur qui a un énorme profil défensif et qui pour moi est un des meilleurs latérales défensifs au monde. Par contre, offensivement, c'est clair que c'est pas Trent Alexander-Arnold. En même temps, s'il était autant fort offensivement qu'il est défensivement, on aurait dû payer encore un tout petit peu plus que les 55 millions qu'on a dû payer. Mais ça oui. peut être intéressant dans le sens où tu as une complémentarité, même s'ils sont pas côte à côte, mais tu as un arrière droit qui peut être très défensif, Wan-Bissaka, et de l'autre côté, tu as Telles qui peut envoyer des centres à foison, tu vois. Totalement. Sans forcément déséquilibrer l'équilibre justement du groupe. Du groupe, ouais. Alan, qu'est-ce que tu as pensé du match de Aaron Wan-Bissaka? Je rejoins Mohamed, hein, il était en difficulté depuis le début de la saison. Et hier, il était beaucoup mieux, quoi. Même si pour moi, ça reste quand même insuffisant offensivement, quoi. Malgré son but. Mais il y a du mieux, c'est certain. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Aaron? Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui avait été dit, déjà. Très content pour lui, pour son but. Je trouve qu'il a été disponible tout le long du match. Ça a fini par payer à la fin et c'est très bien. Ouais. Moi, je suis un des fervents supporters, ceux qui viennent régulièrement sur le forum, de Aaron Wan-Bissaka. J'avais prévenu tout le monde, j'avais suivi énormément sur sa première année à Crystal Palace. Il avait remplacé à l'époque, je crois que c'était Van Aanholt qui s'était blessé. Je ne sais plus si c'était lui ou si c'était... Non, je crois que c'était l'arrière droit dont le nom m'échappe aujourd'hui. Bref, c'est égal. Et justement... Stephen Ward, je crois, de mémoire. C'est possible, ouais. Mais les premiers matchs qu'il avait joué, il y avait eu justement Liverpool, il y avait eu Manchester United et il avait fait des masterclass et c'est depuis ce moment-là que je le supporte. Et j'avais prévenu un peu tout le monde sur le forum que, attention, c'est pas Trent Alexander-Arnold ou c'est pas Robertson. Par contre, défensivement, il est au-dessus d'eux. Pour le moment, il n'y a pas photo. Mais je suis content, il y a quand même une évolution dans son jeu parce que... Au tout début, il était magnifique défensivement, mais offensivement, ça piquait vraiment les yeux. Je trouve que ça va de mieux en mieux. C'est pas Joga Bonito, mais ça va mieux. L'année passée, il avait quand même fait 4 passes décisives en 35 matchs de championnat. Pour un arrière latéral droit, c'est pas si mauvais. Surtout vu notre profil d'attaquant de pointe qui est tout sauf un finisseur, surtout sur les centres. Bref, donc content que Aaron ait pu marquer ce but, même si je suis pas convaincu que il a fait 2-3 centres qui sont finis en centre-tir où tu vois qu'il y a du travail technique, mais il y a du mieux. Donc on va passer au dernier focus sur un des joueurs, et c'était mon choix. J'ai décidé de parler de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui finit le match avec un but et 2 passes décisives.
Et j'ai envie de prendre un peu le contre-pied. Tout le monde va l'encenser après ce match. Bien sûr que si on prend les 90 minutes, il fait un bon match. C'est difficile de dire le contraire. Mais jusqu'à la 85e minute et ce contre orchestré par Van de Beek à la base. Van de Beek qui passe à Mata. Mata qui lance en profondeur Rashford et qui met juste... qui lance Bruno qui met un missile dans la lucarne. Avant ça, si on avait perdu des points contre Newcastle, je l'aurais mis en première ligne. Parce qu'il y a quelque chose qui me gêne toujours avec nos attaquants, à part Greenwood. C'est combien d'actions il faut à Rashford et Martial, c'est le même problème pour marquer. Sur l'action où, pour finir, il siffle hors jeu, où il a un contre un, il shoot de nouveau sur le gardien. Bref, je le trouve frustrant ce joueur. Il y a certaines actions, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il y a d'autres actions, tu te dis, mais je le veux même pas dans ce Newcastle-là. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, du match de Rashford. Est-ce que je suis trop dur ou est-ce que j'en attends trop de Marcus ou est-ce que vous êtes un peu du même avis que moi? Alan, je te laisse commenter. Je partage totalement ton avis. Sur certaines actions, il va être phénoménal, et c'est un top player. Et l'action suivante, on va se dire, mais il n'a pas le niveau pour Manchester, quoi. Il est frustrant, ouais, comme tu dis. Guillaume, toi, je sais que tu aimes bien Rashford. Est-ce que tu partages un autre avis ou est-ce que tu es plus clément, on dira, envers lui? Non, je pense que vous avez globalement raison. Après, effectivement, comme tu dis, je suis un fervent supporter de Rashford. Je pense que globalement, les fans en attendent un petit peu trop. Il est inconstant, c'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a une grosse attente chez lui parce qu'on attend depuis assez longtemps un attaquant, un grand attaquant qui va pouvoir rester des années au club. Surtout depuis le départ de Berbatov, Tevez, Rooney, tous ces joueurs-là. On n'a pas vraiment eu sur le long terme en tout cas un attaquant qui tient la route. Donc il y a une grosse pression sur Rashford, sur Martial, sur Greenwood, qui peut-être ont pas forcément les épaules. C'est des bons joueurs, personne dira le contraire, mais on en attend peut-être un petit peu trop. Donc effectivement, ça enlève pas le fait que ils sont peut-être tous les trois aussi parfois inconstants, mais le fait qu'on en attende beaucoup trop, et ben du coup on va avoir tendance à voir que les côtés négatifs le plus souvent. Et donc non, moi peut-être que je reverrai un petit peu votre positionnement en disant que voilà, T'es entre je les dirais deux, pas quoi. que c'est un flop ou autre. Enfin, c'est pas ce que t'as dit, mais non, je suis plus mitigé que vous en tout cas. Ouais, ça je peux l'entendre. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes. On oublie qu'il est encore très jeune. Ça fait tellement longtemps qu'on le voit. Le problème, et c'est un problème que j'impute aussi à Solskjaer, c'est que au final, on a 3 joueurs offensifs qui sont très talentueux. Ça, personne ne dira le contraire entre Greenwood, Rashford et Martial. Ça fait bientôt 2 ans qu'il est à la barre de cette équipe. Ole Gunnar Solskjaer. Et je suis toujours pas convaincu des positionnements des 3. Je suis pas sûr que Martial soit un meilleur BU que ce qui serait en ailier gauche. Je suis convaincu que Greenwood serait un meilleur attaquant de pointe que ce qu'il y a à ailier droite. Et je suis pas sûr que le meilleur poste de Marcus Rashford ce soit ailier gauche. Et je me demande si on n'est pas en train de les brider les 3, plus ou moins, en ayant 3 profils qui ne jouent pas tous à la même... qui jouent généralement tous ensemble et les 3 ne jouent pas à un poste naturel, on dira. Je sais pas ce que tu en penses, Mohamed. Bah, le problème, c'est que on l'a eu sous Mourinho, c'est que tu avais Rashford et Martial sur le même côté et qui, je vais pas dire qu'ils se bouffaient parce que justement ça fonctionnait bien, mais si tu te passes si tu t'en mets un, tu te passes de l'autre, tu te prives de l'autre. Toi, tu penses pas... Greenwood, je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où après Greenwood, il est encore jeune, donc à l'avenir, c'est sûr qu'il jouera en 9. Ça, c'est une certitude. Prends juste ton mal en patience parce que franchement, ça va finir par arriver. Mais pour Martial et Rashford, Martial, je pense qu'il est ni buteur, il est ni numéro 9, ni ailier gauche. Je pense qu'il est numéro. Son poste idéal serait attaquant, mais dans une attaque à 2. On avait essayé quelques fois, il me semble, avec Lukaku. Je suis pas sûr qu'on ait
vraiment pousser ses schémas. À voir Après, avec Cavani, ou voir même avec, avec Greenwood, hein, pourquoi pas. Mais à voir avec exactement. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. On verra avec Solskjaer ce qui va essayer de nous concocter. Donc, on a fait un peu le tour des focus. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur Maguire, Mata, Wan-Bissaka ou Rashford? Non, je pense moi, que globalement, on a tout. j'ajouterais juste sur Rashford, je serais pas aussi dur que vous, comme l'a dit Guillaume. Il a fait un match correct. Je l'ai trouvé assez actif sur le flanc de l'attaque. Il a pesé malgré tout. Il a une plus grosse activité que Martial, ça c'est une certitude. Il a essayé de sortir un peu la tête de l'eau, même si c'était pas fameux, mais il finit quand même avec 2 passes décisives, un but, un penalty provoqué. Si on s'en fait que au stade, c'est un très bon match, mais si on regarde le match dans son ensemble, il y a du bon et du moins bon. Exactement, comme tous les matchs en fait. Donc, je vous propose qu'on passe directement au top et au flop. Pour chaque match, on aura 3 tops et 3 flops, qui sont des tops et des flops communs, qui ont été discutés avant ardemment entre les membres du podcast. Et on va commencer par les flops, comme ça on finira sur une note positive avec les tops. Les flops, parce que même dans une victoire 4-1 face à Newcastle, il y a des flops. Et le premier, qui a été unanime chez les 3 participants et moi-même, c'est malheureusement Victor Lindelof, qui a à nouveau été très fébrile. Et j'ai envie de lancer directement Guillaume, qui a été le plus véhément, on dirait, envers le Suédois juste avant l'émission. Donc j'ai envie d'entendre Guillaume sur son chouchou Victor Lindelof. Ouais, c'est ça, mon chouchou, le mot est bien trouvé. Lindelof, je peux plus. Ça fait déjà un moment que je peux plus. On parlait tout à l'heure justement de Maguire et peut-être aussi d'Erea. Quand t'as un mec comme ça, enfin moi je peux pas. Je disais justement sur le CSC de Shaw, si le centre passe très clairement, parce que j'ai revu le match juste avant le podcast. Si le centre passe, Maguire est concentré sur le porteur de balle. Lindelof est légèrement en retard. Wilson est tout seul au point de pénalty face à Derea. S'il met bien son pied, ses buts, Derea peut rien faire. Donc voilà. Enfin, je trouve qu'il y a un manque de communication entre les trois, comme je disais au début. Lindelof, j'ai vraiment fait un focus sur lui en voyant le replay du match. Il prend aucun risque. Il fait les passes en arrière le plus souvent. Il donne à Derea. Des fois, il les donne même un petit peu trop gentiment. Quand il fait le peu de fois où il prend des risques, il les donne mal. J'ai revu quelques passes où il donne à Wan-Bissaka, mais beaucoup trop fort, ce qui fait que Wan-Bissaka perd le ballon ou alors il est pas en bonne position, donc ça fait une perte de balle à la fin. Quand il essaye d'aller vers l'avant, il donne à McTominay ou à Fred, et puis en fait ça tombe sur un joueur de Newcastle. Enfin, c'est pas possible. Franchement, Lindelof, je peux pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis un peu moins dur sur les qualités intrinsèques du joueur. Mais je pense que juste Lindelof peut pas jouer avec Maguire. Et ça fait... il enchaîne les matchs titulaires avec Maguire depuis l'année passée. Même l'année passée, ça allait pas. Les gens rétorqueront qu'on avait une des meilleures défenses du championnat. Mais je vous dirais que c'est facile d'avoir une des meilleures défenses du championnat quand tu joues à 4 derrière, plus 2 milieux défensifs récupérateurs, qui étaient Fred et McTominay, qui ne se projetaient que très peu. Donc c'était vraiment pas grâce à la paire Lindelof-Maguire. Surtout Lindelof est très souvent couvert, et Wan-Bissaka couvre énormément des erreurs de marquage de Lindelof. On dira que c'est la chance que le Suédois a, que Maguire n'a pas de l'autre côté avec Luke Shaw. C'est que Wan-Bissaka, avec sa qualité de tacle, arrive à couvrir énormément de choses et masquer énormément d'erreurs de Lindelof. Et moi, un truc qui me dérange, c'est que après, moi, j'ai connu, alors j'ai pas connu le Manchester de 98, mais tous les Manchester que j'ai connus, il y avait des défenseurs qui avaient un peu de poigne.
Même Jones, on peut dire ce qu'on veut, même Chris Smalling, c'était des aboyeurs. Lindelof, j'ai l'impression qu'il encaisse, mais il a aucune contrepartie. La seule fois où il s'est engueulé, c'est avec Bruno Fernandes, quand Bruno Fernandes l'a remis à sa place, sauf erreur, c'était face à Séville, je suis plus sûr, l'année passée. Et ouais, je suis comme toi, j'en peux plus. Ouais, c'est pas que j'en peux plus, c'est que en fait, on voit chaque match et il n'y a rien qui se passe. Il y a aucune amélioration. Ce duo n'est pas plus complémentaire avec les matchs. Et je me réjouissais de revoir Bailly. Bailly a été un peu la victime du 6-1 contre Tottenham, alors que ça avait peut-être été le meilleur défenseur et peut-être même le meilleur joueur de l'équipe. Je ne sais pas ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être Alan ou Mohamed, sur le flop Lindelof. Moi, ce que je l'ai longtemps défendu sur le forum, mais c'est vrai que c'est pareil, j'en peux plus. Donc, on va pas défendre sur lui, hein, il n'a pas le niveau, tout simplement. Ouais. Après, le problème, si je peux juste répondre là-dessus, c'est que Lindelof, d'accord, il fait pas le job, mais Bailly était blessé, je sais pas combien de temps l'année dernière. Tuanzebe, pareil. Jones, pareil, même si Jones, lui, c'est lui que je peux plus voir perso, plus que Lindelof. Mais le problème, c'est que il y avait pas trop le choix, entre guillemets. C'est pour ça que tout le monde réclamait un défenseur central. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le choix. Donc là, on va croiser les doigts pour que soit Bailly, soit Tuanzebe, soit même Mengi qui peut-être sortira, on va dire, du lot, mais ce sera Lindelof jusqu'à peut-être janvier si jamais il se passe quelque chose à ce moment-là. Après, il faut... T'as raison. Après, il n'a pas été énormément blessé, hein, Bailly, l'année passée. Il a eu quelques petits pépins comme chaque année, mais il était quand même apte une bonne partie des matchs où il n'a pas été convoqué. Ouais, il y a beaucoup de matchs où il n'a même pas été convoqué. Après, ça me fait toujours mal. Je me dis, Manchester United, on est en galère de défenseurs centraux depuis même le déclin régulier de Ferdinand. Ferdinand c'est ça, depuis Moyes exactement. Oui, et alors il y a eu une super saison de Mike Smalling, mais sinon c'est quand même très limite, et j'arrive pas à comprendre que Manchester United, un des clubs les plus riches du monde, arrive à faire jouer 3 ans de suite Victor Lindelof titulaire dans leur défense centrale. Mais bon, je suis relativement d'accord. Après, je vais partir sur une petite idée, mais ça, je vais me faire des ennemis. Et tu me mets pas une défense à 3 ? Tu disais, t'as dit quoi, excuse-moi ? Tu me mets pas une défense à 3 hein. Non, du tout. Mais c'est une idée, mais bon, on va pas en parler. Mais tu parlais d'aboyeur. Ouais. Le seul qu'on a actuellement, c'est Marcos Rojo. Oh putain, je l'avais oublié, lui. C'est le seul qui va mettre qui va titiller quelques chevilles, qui va mettre des petits taquets là où il faut, qui va chatouiller avec les attaquants adverses. Ouais, et puis il est pas si dégueulasse que ça, balle au pied, mais bon, après, c'est un autre débat malheureusement. Est-ce qu'on va refaire du neuf avec du vieux ? Ça, c'est une autre. Non, tu peux pas faire un cheval de course d'un âne. Ou le contraire. Ouais, ça c'est sûr. Tu peux pas faire d'un âne un cheval de course, c'est mieux dans le bon sens. Donc, premier flop, Victor Lindelof. Le deuxième qu'on avait tous envie de pointer, c'est l'utilisation de Donny van de Beek. À nouveau, il est rentré aux alentours de la 70e minute. Je crois que c'était la 75e. Là. J'ai plus la minute en tête précisément. Comme à chaque match, à part le match contre Tottenham qui était déjà plié, c'était quand même un match... à chaque fois, il était bon, en fait, Van de Beek. Et personne ne comprend vraiment pourquoi il joue autant peu. Donc, Mohamed, est-ce que toi, est-ce que tu aimerais voir plus Van de Beek ou est-ce que tu comprends le coaching de Solskjaer sur Van de Beek, pardon. Je le comprenais au début parce que je pense que je l'avais dit dans le podcast précédent concernant le mercato, c'est qu'il venait d'arriver et que l'équipe tournait pas bien et puis le temps de s'acclimater. Donc, on va dire qu'au début, j'étais pas surpris de pas le voir titulaire. Mais je pense que ça y est, là, il est temps de le lancer. Surtout quand tu vois que quand il rentre, il fait toujours des bonnes rentrées qui rentrent 5, 10, 15 minutes. C'est pas anodin qu'un gars en si peu de temps arrive à faire des bonnes choses. Ouais. Et on peut même ajouter à cela qu'il y a une connexion, en fait, à
à creuser avec Bruno, avec Mata. Donc, je Après, pense que ouais, je pense avec... qu'il est clairement temps de le lancer. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est que... Et pour moi, c'est la preuve que c'est pas un transfert de Solskjaer, c'est un transfert d'opportunité du board. Il sait pas comment l'utiliser. Il sait pas comment Exactement. l'utiliser et c'est un problème parce que tu peux pas le faire jouer en même temps que Bruno Fernandes et Pogba. Dans le système et l'animation de Solskjaer, autant offensif tu peux, mais défensif tu peux pas. Et c'est problématique parce que tu as trois super milieux, qu'il y en a un que tu sais pas comment utiliser. Bruno Fernandes ne sortira jamais. Et Pogba, en fait, je me dis, on aurait presque dû le vendre. J'adore Paul, je suis un de ses fervents supporters sur le forum. Mais il y a un milieu de ce type de trop, en sachant que McTominay est plus un joueur qui leur ressemble. J'aurais préféré, à la limite, qu'on prenne Thomas Partey qui peut jouer en 6, en pur 6, en pur récupérateur défensif, plutôt qu'un joueur que Solskjaer n'arrive pas à utiliser pour le moment, attention, correctement. Qui n'arrive pas ou qui ne veut pas, parce que il pourrait s'il mettait Pogba sur le banc. Mais il veut pas mettre Pogba sur le banc. Donc... Bon là, il l'a mis et Van de Beek est quand même pas joué. Oui, non, c'est ça le problème, effectivement. Après, là, j'attends de voir parce qu'il y a le match de... Là, il va mettre son équipe type qu'il a dans sa tête. Ce sera celle qui sera face au PSG mardi à 21h à Paris. Ouais, parce qu'il n'y a pas de blessés, donc là, normalement, ce sera l'équipe. Bon, peut-être Cavani qui revient, mais c'est vrai que là, on aura une idée de ce qu'on aura régulièrement cette année, quoi. Exactement. On va se pencher sur le dernier flop rapidement. On va pas épiloguer là-dessus, mais c'est comme d'habitude le coaching tardif, entre guillemets, de Solskjaer. J'ai quand même l'impression qu'il prend trop de temps à réagir sur son banc. Et c'est rare qu'il fasse les bons choix sur son banc, mais il s'améliore sur ce point-là, mais c'est toujours trop tardif. En plus de ça, on peut remettre en question certains choix. Et j'ai toujours cette impression, en regardant jouer Manchester United, et je sais que je suis quelqu'un de très dur avec Solskjaer. Avec Solskjaer, mais c'est pas parce que c'est Solskjaer, c'est juste que j'attends plus de Manchester United. Et j'ai toujours l'impression que c'est les individualités qui sont largement au-dessus d'équipes comme Newcastle qui nous sortent de ce genre de match plutôt qu'un collectif fort et un coaching bien senti. Je sais pas ce que tu en penses. On va commencer par Mohamed. Bah, je suis relativement d'accord. Et puis, on en parlait juste avant, mais Van de Beek, pourquoi attendre la 75e? Ouais. Ça, c'est un exemple où en flop, on parle de coaching tardif, mais même coaching à la base, entre guillemets, le choix du 11, on pourra en rediscuter. Mais si on se base uniquement sur le coaching tardif, c'est pas uniquement sur ce match-là. Il attend souvent la 80e, alors qu'il y a des coups à tenter, que ce soit physiquement pour peut-être apporter un peu de sang neuf, ou même tactiquement. Mais c'est vrai que sur ce point-là, on sent pas de réelle envie de sa part de faire basculer la rencontre à chaque fois. Il est toujours dans l'attentisme. Il se dit que peut-être il y aura un coup d'éclat. Donc ça rejoint ce que tu dis dans un sens où les individualités priment plus sur l'aspect collectif, l'aspect tactique. Ouais, pour faire court. Alan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le coaching, c'est sur notre flop entre guillemets? C'est quand même un flop qui est assez difficile de se plaindre du coaching quand on a gagné 4-1 le match, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais après, Solskjaer, il devra progresser là-dessus. Hein. S'il veut passer un cap aussi avec Manchester, on l'attend là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie, et la partie est un peu plus réjouissante, entre guillemets. On va parler des tops. Donc le premier top, on va passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé. J'avais envie de parler et de lancer comme top principalement le positionnement entre les lignes. C'est rare de voir un positionnement intelligent des joueurs de Manchester United et ils ont réussi à magnifiquement manœuvrer ce 4-1-4-1 de Newcastle. Même si je maintiens, c'était un adversaire qui était faible, mais comme j'ai rarement vu en première ligue. Mais au moins, le positionnement de Mata, de Bruno, quand Pogba est rentré, a été très intéressant. Quand Van de Beek est rentré, a été très intéressant. Même Daniel James, dont on n'a pas encore parlé. Daniel James a été très intéressant dans ses déplacements et dans sa façon d'occuper le terrain. Et c'est quelque chose qui est rare à Manchester United et j'avais envie de le souligner.
On va passer directement au deuxième, qui est plus un top collectif et moins un top ciblé sur ma personne, entre guillemets. Et c'était Alan et Mohamed qui voulaient parler dans les tops de la paire McTominay et Fred. On va commencer par Alan. Bah oui, moi top, parce que bah ça fait pas rêver sur le papier McTominay Fred, c'est pas ça n'a pas le nom de Matic ou de Pogba, mais je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Et l'année dernière, pendant la blessure de Pogba, c'est eux qui étaient titulaires, et faut pas oublier la bonne période qu'on a eue. Et bizarrement, quand Pogba est revenu, ça n'a pas été pareil. Donc moi, je serais pour la reconduire pour les prochains matchs. Ok, à ce point. Ok. Ah oui, bah oui. Je vais donner directement alors la parole avant de donner la parole à Mohamed, à Guillaume, qui je sais, un peu comme moi, est beaucoup moins fan de cette paire et surtout beaucoup moins fan du côté de l'Écossais. Oui, bah en fait, ce qu'on se disait en off avant le début du podcast, c'est que là j'ai trouvé Fred, par exemple sur le match d'hier, j'ai trouvé Fred plus en avant, il tentait plus de choses que McTominay, et au final ça revient quand même au flop par rapport au coaching. C'est que du coup Solskjaer fait sortir Fred plutôt que McTominay. Donc il y a un joueur qu'on voit un petit peu plus, que moi j'ai trouvé plus intéressant, plus décisif aussi, qui sort, et il garde McTominay. Après les deux fonctionnent bien quand même effectivement, mais c'est un petit peu étonnant. Sur le coaching des deux, c'est un petit peu étonnant. Je suis complètement d'accord. Mohamed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore sur la paire McTominay-Fred? Moi, je vais aller contre le vent, je dirais. Mais j'ai trouvé McTominay un peu plus utile que Fred hier. Pourtant, je suis un grand fan du Brésilien et je trouve qu'il a fait une grosse saison et qu'il méritait pas d'être mis sur le banc, que ce soit lui ou McTominay comme ça. Mais j'ai trouvé McTominay hier vraiment utile. Bon placement, et justement, ça a permis à Fred de relancer un petit peu plus, d'aller un petit peu plus vers l'avant. Mais McTominay a fait un petit peu le travail de Matic hier, le travail de l'ombre, on va dire. Ah, moi je te rejoins, Mohamed. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis dans la team Guillaume. Pour moi, Fred est juste un largement meilleur récupérateur. C'est de loin notre meilleur récupérateur de l'équipe, de très très loin. Sur ça, je remets pas ça en doute. Je parle juste du match d'hier, ouais. Mais même sur le match d'hier, j'ai trouvé largement au-dessus. McTominay, j'ai aussi trouvé effacé. Et surtout, moi, pour clore le top, ils ont quand même fait un match. On l'a mis dans les tops. Moi, je trouve qu'ils ont fait un match correct plus qu'un bon match. J'arrive pas à me sortir de l'esprit une seule chose, c'est sur la vision à long terme, est-ce qu'on peut espérer revenir une équipe sérieuse, donc une équipe qui n'est pas à 33 points du champion, avec une paire McTominay-Fred? Non, ça c'est sûr. Et j'arrive pas à me dire que ça va être le cas. Et pourtant, je suis un énorme fan de Fred, beaucoup moins de McTominay, que je trouve est un joueur moyen dans tous les compartiments du jeu. Et qui a pour lui que sa nationalité, et il a quand même une grinta, faut lui laisser. Non, et puis c'est un gars de l'académie, donc il a. Ouais, justement, hier, moi je trouve Fred largement. Si tu enlèves de l'équation le fait qu'un vienne de l'académie et l'autre a coûté 50 millions, et que tu enlèves les noms derrière le maillot, je pense que Fred est très souvent un meilleur joueur que McTominay. Et malheureusement, Fred sort tout le temps. Vous pouvez regarder chaque match où il est titulaire, il sort à la 60e. Ah, c'est vrai, ouais. Tout à fait. Mais hier, au moins, ils ont fait le travail. Enfin, je répète, c'est pas la première fois que je le dis, c'est peut-être même la 30e fois sur ce podcast. Face à un très faible Newcastle qui a absolument rien montré à part Alan Saint-Maximin. Dernier top pour clore cette émission. Et on va recommencer par Guillaume qui avait envie de parler de David De Gea. Ouais, je trouve que sur ce match hier, il a été plutôt bon. Il y a l'action où il a vraiment changé le match juste avant l'heure de jeu sur cet arrêt quasiment réflexe sur Wilson, alors que l'attaquant des Magpies était à 2-3 mètres de lui. Enfin, c'est un arrêt réflexe miraculeux, franchement. Il a été pas mal critiqué depuis quelques mois. La semaine dernière en sélection, il a encore fait une boulette sur un placement qui est plus qu'hasardeux.
Donc on pouvait se poser la question effectivement, et comme on l'avait dit sur le podcast sur le bilan du mercato, avec Henderson qui est derrière sur le banc et qui lui n'attend que justement de pouvoir être titulaire et d'enchaîner les bonnes performances comme l'année dernière en prêt. Là il y a une bonne réponse de Derrea. Typiquement cette action à l'heure de jeu, si on prend le but, ça fait 2-1 pour Newcastle, ça change complètement le match. Ça peut bouffer le moral des joueurs. Il n'y a encore pas eu de remplacement à ce moment-là de notre côté. Ça peut vraiment attaquer le moral des joueurs. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont revenus de la mi-temps. C'est typiquement le genre de match où on peut juste éventuellement revenir à 2-2 en fin de match et se dire bon bah voilà, on était face à une équipe beaucoup moins faible, enfin beaucoup plus faible justement, et on n'a pas eu la lucidité de gagner. Là, il nous sauve le match. Moi, je pense. Après, bon, bah, il y a les individualités devant qui font qu'on gagne et plus que largement à la fin. Mais voilà, je voulais souligner son beau match parce qu'effectivement, dernièrement, on le souligne surtout dans les flops et moi, je trouve que hier, il a été très très bon. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, la place de Rea, elle vacillait déjà, même s'il n'a pas fait d'erreur sur ce début de saison avec nous, il a pris un wagon de goal. Avec l'Espagne, ça a été compliqué. Dean Anderson a été bon à chaque fois qu'il a joué. Donc, s'il avait fait de nouveau un match moyen ou même à pire une boulette, je pense qu'il aurait perdu sa place. Donc, très content pour De Rea. Même si sur le premier goal, on peut avoir l'impression qu'il doit faire mieux. Sur le seul goal qu'on a encaissé, sur le goal de Solskjaer. Mais en fait, si vous regardez bien le ralenti, il est pris juste au moment où la frappe est déviée, il vient de faire son appui jambe droite et on voit qu'il appuie sur la jambe droite, donc il n'a aucune chance pour replonger à gauche. C'est dommage, mais au moins c'est un magnifique arrêt de Rea et je suis très content pour l'Espagnol. Est-ce que Alan, tu as quelque chose à dire sur De Rea? Non, Guillaume l'a dit, hein, il fait l'arrêt qu'il faut faire. Il nous garde en vie et c'est ce qu'on lui demande. En tout cas, hier. Oui, très bien. Mohamed, pour finir cette émission, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur De Rea? Pareil, relativement d'accord. Et comme je l'avais dit au premier podcast, ne l'enterrez pas trop vite, tout simplement. C'est toujours un grand gardien. Mais, comme j'ai dit aussi dans le préambule de ce podcast, c'est toujours un grand gardien. Il faut juste qu'il arrive à régler ses problèmes de concentration qu'il n'avait pas pendant ces années glorieuses où il était, je ne sais plus, 4 ou 5 fois de suite meilleur joueur du club. Donc, on en a fini avec ce match. On se retrouve dès mardi avec un match très compliqué face au PSG où on verra une autre adversité et on comprendra un peu mieux et on aura un meilleur échantillon sur ce que peut donner Manchester United face à des bonnes équipes, même si le PSG est décimé. Je vous rappelle aussi que dans les prochains matchs, on va jouer le PSG, Chelsea ce week-end, le samedi à 18h30. On jouera Leipzig la semaine prochaine aussi, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, je pense que c'est mercredi, en Ligue des Champions. Et on jouera encore Arsenal. On rejouera un match de Ligue des Champions face au Istanbul. Je ne vais pas me lancer dans la prononciation du reste du nom de l'équipe. Et on aura un match à Everton. Et tout ça en 15 jours. Environ, ça se finira aux alentours du 5 novembre. Donc on en saura beaucoup plus. En tout cas, pour ce qui est du podcast, on se retrouve dès cette semaine avec le débrief du match face au PSG. Je tiens à remercier bien sûr Mohamed, Alan et Guillaume de m'avoir accompagné pour ce podcast. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter et à venir commenter les matchs avec nous sur le forum Manchester Devils. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et à bientôt.